Mais oui, c'est Ulrike. Et donc, Bonjour. tu as vu, j'ai rajeuni. Oui, 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 c'est parfait. Pour toi, je me suis pomponné quand je rencontre une aussi belle femme que toi. Forcément, Ah, je ne ça sais m'arrive pas. rarement. Je ne sais pas. Donc, euh, On va donc, parler de l'article du New York Times oui. le New York Times a produit une longue série enquête-révélation. Enfin, il y a deux épisodes ce week-end. Mhm, On a un peu évoqué hier dans Stratégone. Tu nous mhm, as manqué, mais tu vas revenir dans Stratégone. Mais en fait, on a décidé de limiter à quatre. Voilà. Mais on l'a évoqué hier, on l'a évoqué déjà ce week-end dès lundi avec Edouard dans Chaos Global. Il mhm. y a eu des révélations. Tu vas nous dire ce que tu en penses dans le New York Times sur la guerre en Ukraine, sur la façon dont les États-Unis ont en réalité beaucoup plus utilisé l'Ukraine beaucoup plus qu'un proxy. Mhm. Depuis le début, on dit l'Ukraine est le proxy des États-Unis. En réalité, c'est même les États-Unis qui ont mené la guerre en Ukraine. Le New York Times l'a révélé ce week-end. Est-ce que tu peux nous dire, Ulrike, ce que tu as retenu, ce que dit cette série du New Oui, York Times? oui, bien sûr. Commençons par l'article parce que je pense que c'est essentiel pour commencer avec une base. Alors, de quoi parle-t-on, hein? Alors, c'était ce week-end, le 29 mars, le New York Times a publié un article intitulé, je commence par anglais, après ça en français, The Partnership, The Secret History of War in Ukraine. C'est en français le partenariat, l'histoire secrète de la guerre en Ukraine. C'est un article très long, à environ 25-26 pages, et ce document révèle l'ingérence directe et massive des États-Unis et de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Cet article était écrit par un journaliste nommé Adam Enches et on constate, moi je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on constate que Adam Enches aurait mené 300 entretiens avec des représentants du gouvernement, de l'armée, des services secrets, notamment des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, Pologne, etc., etc., etc. L'article contient, et ça c'est important, des indications selon lesquelles les Américains n'ont pas seulement fourni des armes, mais ont également planifié des opérations tactiques, fourni des coordonnées des cibles, a dirigé des opérations attaques et exercé de facto le commandement. Des généraux ukrainiens se sont régulièrement, apparemment, rendus au centre de commandement américain à Wiesbaden, ça En bien sûr, Allemagne? en Allemagne, pour se coordonner avec les Américains. Alors, cette coordination, ça c'est aussi intéressant, concerne également les frappes en profondeur que l'Ukraine a menées sur le territoire russe et pour lesquelles les Américains ont apparemment fourni les renseignements nécessaires avec ces forces spéciales. Bon. Alors, il y a plusieurs autres, évidemment, c'est très long, donc on ne va pas tout renseigner, mais j'en profite avant que tu ne développes ce que tu voulais nous en dire, qu'il y a quand même quelques informations extrêmement importantes Mhm, qui ont été diffusées à cette occasion. Alors d'abord, il y a un chiffre qu'on a discuté hier dans mhm, Stratégone, mais ça m'intéresserait que tu nous en parles. Ce chiffre, c'est le nombre de morts que le New York Times prête au côté russe, puisque le New mhm, York Times dit qu'il y aurait 400, alors de mémoire, hein, 400
75 000, Mhm. moins de 500 000 morts ukrainiens et 700 000 morts russes. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres? Qu'est-ce que je pense de ce chiffre? Alors, j'ai lu que c'était les chiffres environ, c'était morts et blessés, j'ai compris comme ça. Mais pour nous, c'est bien difficile à dire parce que il n'y a ni du côté ukrainien ni du côté russe des chiffres officiels. Euh, Ce que me concerne, en ce qui me concerne, ce qui était intéressant, c'est la légèreté avec laquelle les Américains, dans cet article, ont cité ces chiffres. Hein, parce que ça nous montre que ces guerres, et on savait ça depuis longtemps, c'était une guerre sanglante, bien sûr. C'était pas une guerre de vidéo, c'était pas une guerre de logiciels, mais c'était une guerre des frontières, etc. Alors, bien sûr, s'il y a quelque chose comme une vérité dans ces chiffres, c'est choquant. Au passage, donc tu as noté ces mentions où le journaliste explique que le général Deneuille et d'autres généraux américains se baladaient à Kiev. Hmm, Certains même sont allés pratiquement sur la ligne de front. Mais je crois que c'est le général Deneuille qui dit il voit des jeunes Ukrainiens, puisqu'on le sait, Zelensky n'a pas mobilisé les jeunes, il a mobilisé les 30-40 ans. hmm. Deneuille voit des jeunes Ukrainiens de 19 ans dans la rue, et 19-20 ans, et il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils devraient être au front. Dans les autres pays, les jeunes vont au front. Donc on voit comment, au fond, les Américains ont poussé, puisque le journaliste va jusqu'à dire que Zelensky a répondu à ce général, oui, mais je pourrais les enrôler, mais je n'aurai même pas d'équipement à leur donner, puisque nous n'avons pas assez d'équipement pour tous les soldats. Donc on voit comment les Américains ont poussé à la guerre jusqu'à dire à Zelensky, mais allez envoyer vos jeunes se faire tuer. Oui, oui, mais il faut dire, bien sûr, c'était aussi une scène, disons comme ça, dans cet article qui était bien sûr très impulsif et très choquante parce que si je peux ajouter ça, c'est intéressant parce que dans le monde germanophone, il n'y avait presque pas de récit de cet article, presque pas. Hein. C'est seules les plateformes alternatives, par exemple comme Nachdenkseiten. On connaît Nachdenkseiten, les lecteurs du courrier connaissent bien parce que de temps en temps, on prend un article de cette plateforme. Mais ils Mais, boudent. pardon? Ils boudent, ils trouvent qu'on en prend trop. Ah, ah. Je comprends. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans le pays germanophone, il n'y avait presque pas de discussion sur cet article. Mais il faut constater, en ce qui concerne les jeunes Ukrainiens, en tant qu'Autrichienne, je sais bien qu'il y a beaucoup de jeunes hommes ukrainiens qui se trouvent, par exemple, en Autriche depuis 2022. C'est clair. Et il est aussi clair qu'il y a des jeunes gens à Kiev qui ne servent pas comme soldats. On sait ça aussi. Mais je souligne, et je suis d'accord avec ton analyse que c'était un fort pouce vers la guerre du côté américain. Hein? Si je dois acheter, par exemple, un détail qui me semble être intéressant pour le narratif américain, c'est pas le premier article de Adam Anches en ce qui concerne l'Ukraine. Il y avait en 2024, alors l'année dernière, il y avait déjà un grand article sur les opérations secrètes de la CIA en Ukraine depuis 2016, je pense, écrit par ce Adam Anches, et il a déjà décrit en détail comment les États-Unis avaient infiltré le système militaire ukrainien
pendant des années. Alors, c'est la CIA a formé apparemment des forces spéciales, mis en place des structures de renseignement avec des cellules dormantes, organisé des tentatives d'assassinat et des actes de sabotage en territoire ennemi. Tout cela, comme dit l'article de l'année dernière, en prévision de l'agression russe. C'est pour ça, moi, je vois ces deux articles tous ensemble parce que c'est comme un narratif publié au New York Times pour un public plutôt américain. Probablement. Mais moi, ce qui m'a aussi frappé, mais on va dire quelques mots du contexte. Je, Mhm, je voulais qu'on revienne sur deux choses avant de te laisser développer ce que tu voulais développer. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que l'article mentionne que aucun dirigeant américain n'a cru à une victoire ukrainienne. mhm, Depuis le début, ils disent de toute façon, ils gagneront pas. Voilà. mhm. Et ils ont ajouté, l'intérêt, c'est que ça permet de tester des armes américaines, ça permet de se former. Donc, en réalité, on voit qu'au fond, pour les États-Unis, la guerre en Ukraine a été l'occasion de créer une espèce d'école d'application de guerre pour les officiers américains. Oui, oui, malheureusement, oui. Il faut dire ça parce que c'est aussi intéressant quand commence, à quel moment commence cet article. Alors, cet article commence en avril, oui, avril-mai 2022, hein. Et il faut se souvenir qu'en avril 2022, il y avait des accords de pays tangibles. Ces accords étaient sur la table des négociations à Istanbul et la partie russe s'est montrée prête à cesser les combats avec des garanties de sécurité mutuelle et une neutralité de l'Ukraine. Mais apparemment, l'Occident ne voulait pas la paix. On sait aujourd'hui que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, s'est rendu à Kiev pour convaincre Volodymyr Zelensky de se retirer des négociations. Alors, pour moi, ça montre que la guerre devait continuer et elle a continué parce que les États-Unis le voulaient, mais pour leurs raisons. Et c'est exactement à ce moment que cette histoire, dans l'article de New York Times, commence. Autre point aussi, je voulais terminer là-dessus, ce qui moi m'a frappé dans cet article, c'est que le New York Times révèle que lorsque, aidé par l'armée américaine, tu l'as dit en début, mais je le rappelle, l'armée américaine allait jusqu'à désigner les cibles, donc donner les coordonnées de tir de l'artillerie ukrainienne. Euh, à un moment donné, donc, les Ukrainiens ont repris du terrain dans le sud, sur le front sud, Poutine a commencé à s'énerver et à menacer de frappe nucléaire. Et les officiers américains ont considéré qu'il y avait une chance sur deux pour que Poutine passe à l'acte et commence une guerre nucléaire en Ukraine. C'est ce qui est quand même une révélation ahurissante. Oui, mais d'autre côté, il faut toujours penser qu'il y a un narratif derrière cette histoire. Et c'est quoi le narratif pour, selon moi, un public plutôt américain? Parce que l'article vise à expliquer en ce moment la raison du retrait des Américains. Hein, parce il faut expliquer à la public, au public américain. Alors, c'est quoi le narratif? Le narratif, c'est les Ukrainiens n'étaient pas en mesure de répondre aux exigences américaines en raison d'un manque d'hommes
c'était du côté d'Ukraine, on a déjà parlé de ça. Et d'autre part, il y avait un manque de matériel en ce qui concerne l'Europe. Alors ça, c'est le narratif des Américains pour un public américain. La raison pour laquelle les États-Unis se sont retirés de cette guerre. Et il y a aussi un autre narratif, un autre message au public. Les Américains ont fait des gros efforts pour ne pas trop provoquer les Russes afin de ne pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est une narratif qu'on trouve dans plusieurs phrases, etc., dans cet article. Alors, pour raconter une belle histoire à un public américain, il fallait surtout aussi se menace d'une troisième guerre mondiale, d'une frappe nucléaire, etc., du côté de la Russie. Alors, c'est en partie de ce narratif. Alors, dis-nous ce que tu crois, puisque donc Mm. la question, c'est, enfin, on va commencer comme ça. Euh, Comment tu expliques que cet article soit sorti maintenant? Mhm. Et est-ce que tu penses qu'il a été aidé par le Pentagone? Alors, euh, aucun doute. C'est un article du Pentagone, il n'y a aucun doute. C'est surtout pas d'article de révélation, de surprise, c'est pas des détails choquants, etc. Pourquoi je pense ça? Parce que, pour commencer, il existe un certain nombre de conditions cadres qui ne sont pas du tout mentionnées dans cet article, mais qui sont, selon moi, indispensables pour mieux comprendre la situation en Ukraine. Juste pour donner quelques détails, par exemple, la contribution des Américains à l'échec de l'accord de Minsk. L'accord de Minsk, on se souvient, c'était signé par la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Euh, C'était plutôt une idée d'une réforme constitutionnelle en Ukraine, une décentralisation d'Ukraine, notamment en accordant un statut spécial au Donetsk et Luhansk. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'article l'ignore complètement. L'article ne prend pas en compte l'environnement politique en Europe du tout. Hein. Il n'y a aucune mention des sanctions économiques depuis 2014. Et maintenant, ça devient plutôt intéressant aussi pour les spectateurs. Il y a dans cet article, par exemple, aucune mention des événements de Butcha, aucune mention du sabotage de Nord Stream, aucune mention des problèmes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors, c'est une explication, c'est une histoire d'une guerre sans ces détails énormément importants. Il n'y a aucune mention des intérêts économiques des États-Unis en Ukraine avant la guerre, pendant la guerre et maintenant. Alors, l'article, selon moi, ressemble à un scénario pour Hollywood ou Netflix. Et je suis sûre qu'il y aura plusieurs films sur ce sujet et sur ce narratif pour expliquer ce qui s'est apparemment passé. Pourquoi je pense ça? Je vais donner quelques détails. Pourquoi je pense que c'est un scénario dirigé et écrit par le Pentagone. Par exemple, euh, les événements sont réduits dans cet article. Et il est un article très long, alors 25 pages, c'est beaucoup. Mais les événements sont réduits à des événements individuels arbitraires. Euh, et les événements euh, se situent exclusivement au niveau tactique et opérationnel. Pourquoi c'est important? C'est évident car l'article ne contient certainement pas d'informations classifiées. Il décrit seulement
ce que l'on pouvait de toute façon, ce que l'on pouvait voir de toute façon, par exemple, une attaque. C'est clair, tout le monde a vu, hein. Alors c'est un fait et on parle de ça. Ce qui se cache derrière, le pourquoi, comment, avec qui, etc., c'est pas révélé, pardon. C'est pas révélé du tout. Du côté américain et ukrainien, euh, ce sont certains acteurs militaires qui sont mis en avant. Tu l'as déjà mentionné, le général Donao du côté américain, ancien agent du CIA, etc., etc. Et les événements dans cet article sont projetés sur ces acteurs, hein. Alors, il y a dans cet article, c'est intéressant, une domination des dialogues. Bien sûr, ce sont des dialogues fictifs, mais ce sont des dialogues souvent émotionnels, passionnants, etc. Alors, tu peux imaginer un film, tu peux imaginer une série Netflix sur cela, etc. Et c'est pour ça que je suis sûre que ce scénario a été écrit par le Pentagone parce que c'est ce qu'on voulait produire, c'est ce qu'on voulait offrir comme narratif, comme explication, comme je l'avais souligné, pourquoi les Américains c'est quoi la raison pour le retrait des Américains en ce moment-là? Pourquoi ça s'est passé? C'est une explication. Donc le raisonnement global, ce serait quoi alors? Au Hmm. fond, le raisonnement, c'est le Pentagone qui veut donner quelle explication explicite au fait que, au fond, euh, ils sont en train de lâcher Zelensky et de se retourner vers une logique de paix après avoir voulu la guerre. Ah C'est oui, quoi bien le sûr. raisonnement? Alors, moi, j'identifie dans cet article deux grandes lignes comme explication dans un scénario Hollywood du Pentagone. Je identifie deux grandes lignes. La première ligne, c'est qu'il y a toujours dans cet article une explication que les Ukrainiens n'étaient pas en mesure de répondre aux exigences américaines, hein. Alors, il y a des petites scènes, des petits dialogues, etc. À nous, les Américains, on a conseillé ça et ça, mais les Ukrainiens sont décidés et ont fait quelque chose d'autre et ça n'a pas marché, etc. Alors, il y a toujours ces narratifs dans l'article que les Ukrainiens n'étaient pas en mesure de répondre aux exigences américaines. Il y a deux raisons dans cet article pourquoi ça ne marche pas. Il y avait un manque d'hommes du côté ukrainien. Tu as déjà souligné ça. Et il y avait un problème avec le matériel. Et ça touche toujours l'allié en Europe, c'est-à-dire ça touche par exemple les pays, la France, la Grande-Bretagne, etc., etc. La deuxième grande ligne, c'est les Américains ont fait de très gros efforts dans cette guerre pour éviter de provoquer trop les Russes, pour éviter une grande guerre. C'est-à-dire, il y a toujours cette explication, ah, on a aidé les Ukrainiens parce que l'agresseur russe il fallait le battre, mais c'était difficile parce qu'il manquait du matériel, il manquait des hommes, etc. Mais on voulait aider, on voulait supporter tout ça pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est l'explication. Mais je parle d'une narratif dans cet article. Concrètement, pour toi, la vraie raison, les vraies raisons du revirement américain, c'est quoi alors? Ouais, la vraie raison, c'est pas trop compliqué à expliquer parce que si on observe les États-Unis avec leur guerre
périphériques, parce que on sait bien que les États-Unis mènent des guerres périphériques pour faire valoir leurs propres intérêts stratégiques et ils se retirent de ces guerres périphériques lorsqu'elles ne sont plus lucratives pour les États-Unis. On a observé ça en Afghanistan, en Syrie, en Irak et maintenant en Ukraine. C'est-à-dire, euh, c'est plus lucratif, ça coûte cher. On a fait tout ce qu'on voulait, par exemple, tester du matériel militaire, etc. Et c'est le moment où les États-Unis disent, bon, c'est tout fait, on laisse le champ de bataille aux autres. C'est choquant, mais c'est la réalité. Ils se retirent et laissent le champ de bataille à nous, aux Européens. Et c'est pour ça, bien sûr, que pour la France et la Grande-Bretagne, cette situation est très, très, très compliquée, hein, parce qu'ils se retrouvent avec un champ de bataille eux-mêmes, sans États-Unis. Hein. Mais de toute façon, il faut constater qu'il y a, du point de vue européen, alors non seulement d'un point de vue germanophone, mais aussi d'un point de vue européen, il y a plusieurs messages qui sont très importants. Et ce qui me choque, ce n'est pas cet article. Ce qui me choque, que j'attends toujours la grande réponse de l'Europe. Et La réponse à quoi? la réponse à cette politique des États-Unis qu'on connaît depuis des décennies. Les États-Unis continuent de considérer l'Europe comme une zone de déploiement contre la Russie sur le plan militaire et économique. Ce qu'on peut observer aujourd'hui encore avec Trump et ses douanes et cette guerre économique. L'OTAN n'est pas une alliance défensive. Apparemment, elle a participé activement à une guerre contre la Russie. C'est ce que les Russes ont toujours affirmé et souligné. Euh, L'Europe et surtout l'Allemagne. Moi, je peux dire ça hein, en tant qu'Autrichienne, mais de toute façon, je suis aussi un citoyen du monde germanophone. L'Europe est une colonie des Américains, surtout l'Allemagne est une colonie des Américains. Par exemple, l'article fait comme si Wiesbaden, alors Wiesbaden était une ville américaine. C'est dingue, excusez-moi. Alors, C'est il pas vrai? s'agit... Pardon? C'est pas vrai? C'est pas une ville américaine? Non, c'est pas une ville américaine, c'est une ville en Allemagne, en tout cas. Mais c'est pour moi, c'est un signe que l'Allemagne est une colonie des Américains avec des bases militaires des Américains et ils sont pas les maîtres de leur maison. Hein? Et ce que nous montre l'article, et ça c'est bien sûr quelque chose qu'on connaît bien, mais on a encore une fois lu ça, euh, les États-Unis nient les règles du droit international et l'accord de Helsinki de 1975 avec l'inviolabilité des frontières, avec l'intégrité territoriale des États avec la non-ingérence dans les affaires intérieures et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, ça c'est clair. Si j'attends à une réponse des Européens, c'est-à-dire il me choque, hein, si on peut dire comme ça, il me choque qu'il n'y a pas de réponse. Hein, parce que par exemple, les États-Unis, ils ignorent aussi qu'une partie de la population en Ukraine est d'origine russe et s'oriente également vers la Russie. C'est-à-dire, comme je l'avais déjà souligné, les États-Unis continuent de considérer l'Europe comme une zone de déploiement pour leurs intérêts,
pour leur plan stratégique, pour leur déploiement contre la Russie, sur le plan militaire, sur le plan économique. Bon. Mais alors, on discutait hier dans Stratégone Mhm, d'une information que tu connais, qui a été mhm. confirmée ce matin dans le Financial Times, d'un déploiement. Donc, ça m'amuse, puisque depuis 5 jours, je dis que ça va arriver. Et j'entends en France des gens très sérieux me dire, mais pas du tout, tu n'y connais rien. Sauf que ça quand même prend forme. On déploierait 12 000 hommes, la France 6 000, la Grande-Bretagne 6 000, en Ukraine pour aider Zelensky. Est-ce que tu crois à la possibilité de cette opération? Écoute, la situation en ce moment, c'est plutôt difficile. Il faut souligner ça. C'est difficile pour la France et pour la Grande-Bretagne. Je comprends ça parce que je dis toujours, une guerre, c'est pas comme une lampe, hein. Tu fais tic-tic, c'est-à-dire tu peux pas finir une guerre pendant une minute. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des grands problèmes maintenant en Ukraine parce que tu peux imaginer, c'est un grand pays, il y a un front de guerre qui est très, 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 très longue. C'est un pays où il y a beaucoup de problèmes avec l'infrastructure, où il y a beaucoup de problèmes avec plusieurs groupes d'entrée et on attend. Moi j'attends et moi, j'attends depuis très longtemps qu'il y aura aussi des problèmes en Ukraine entre les différents groupes, entre les peuples, qu'il y aura quelque chose comme peut-être une guerre civile qui suit cette guerre contre la Russie. C'est-à-dire, il faut constater que l'Ukraine se trouve au milieu d'Europe. Et si le milieu d'Europe est pas stable et déstabilisé, c'est un grand danger pour toute l'Europe. Alors, il faut mentionner ça. Deuxièmement, il faut mentionner, il serait plutôt intelligent de trouver le plus vite possible la paix avec la Russie pour éviter une grande déstabilisation d'Europe. Hein. Et c'est pour ça, je comprends que, il est nécessaire de stabiliser ou de faire quelque chose pour stabiliser la situation en Ukraine, pour éviter, par exemple, qu'il y aura encore une vague des réfugiés, par exemple en Allemagne, en Autriche, etc., et aussi dans les pays du Sud, comme la Roumanie, l'Hongrie, etc. Et de plus, la situation est aussi très dangereuse. Par exemple, pensons à la situation à Zaporizhia. Pensons à la situation, parce que c'est aussi un fait qui n'est pas mentionné dans cet article, mais on le sait bien, aussi ici à Vienne, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens et des Russes qui se trouvent à Vienne, qui connaissent très bien la situation. Bien sûr, il y avait toujours un problème avec les armes, c'est-à-dire les armes qu'on a importées d'autres pays en Ukraine. C'était par exemple mis à part pour vendre autrefois. C'est pour ça qu'on ne connaît pas la situation maintenant. Qui a quelles armes, ou qui obtient quelles armes, etc. Alors la situation est vraiment, vraiment, vraiment dangereuse. Et c'est pour ça que j'espère qu'on peut stabiliser la situation et trouver le plus vite possible des négociations avec la Russie pour apaiser la situation. Bon, eh bien écoute, merci de cette présentation très complète. Oui. Euh, on te retrouve de toute façon chaque jeudi sur le Mhm, courrier. Alors parfois c'est le vendredi parce que on a mhm. tous des emplois du temps compliqués. Mais merci de cette présentation et puis on va suivre ça puisque en fait je pense qu'on est rentré dans une phase où tout se complique. Et j'invite quand même nos auditeurs d'abord à se souvenir que le courrier des stratèges, c'est
une publication écrite. Mhm. On a encore fait 11 articles hier, qui je pense étaient des articles tout à fait intéressants. Donc c'est 10 articles en moyenne. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes indépendants financièrement, donc nous avons besoin de vos abonnements. Je rappelle que on a parlé ensemble, notamment puisque tu évoquais la question de quelle réponse européenne, comment on va se libérer de la vassalisation des Oui, États-Unis. exactement, Je rappelle exactement. que, Mhm. donc moi, je pense qu'il faut réarmer l'Europe, chacun pour sa partie, sauf l'Allemagne qui ne doit pas se réarmer. Je crois que le réarmement de la France est indispensable. Éric Denessé, qu'on recevait hier, rappelait que la France, l'armée française aujourd'hui a moins de troupes que sous Louis XIV, ce qui est quand même quelque chose, un constat inquiétant. Et on reparle de tout ça très vite, Ulrike. À bientôt, Ulrike. À bientôt, merci, merci.